Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Auditeurs, téléspectateurs et internautes, bonsoir et bienvenue à ce forum de la presse. Au menu, nous allons parler de l'accident de la citerne qui a causé plus d'une dizaine de morts et la problématique de la circulation des gros porteurs. Nous parlerons également du discours du président Ibrahim Boubacar Keïta qui a annoncé la possibilité de réviser certaines dispositions de l'accord pour la paix en lien avec le retrait de la CMA au dialogue national inclusif. Nous parlerons également de lutte contre la corruption après les récentes arrestations. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons trois sujets, trois invités également. Bandjougou Dante, directeur de la radio Sania de Ségou, Hassan Kone, directeur du site notrenation.com et Badou Escobar, directeur de publication du journal Le Carrefour. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Plus d'une dizaine de morts, c'est le bilan, et plusieurs blessés également. C'est le bilan d'un accident d'un camion de citerne ici à Bamako. En même temps, il y a la problématique de la circulation des gros porteurs qui est soulignée. Hassan Kone, que pensez-vous de cette situation? Et merci. Et effectivement, avec cet accident qu'on a vu il y a 3 ou 4 jours à Bamako, et tout juste le lendemain, il y a eu encore un deuxième incident qui allait être provoqué par une citerne. Il faut reconnaître qu'une grande inquiétude s'est installée dans la ville en réalité. Et cela invite rapidement à prendre des dispositions et par rapport à ce genre de véhicules dans la circulation. Et en termes de réglementer leur circulation et pendant les heures de grande affluence. Bon, à ma connaissance, je sais d'abord qu'il y avait déjà un document dans ce sens-là par rapport aux gros porteurs. Mais quand nous sommes renseignés, on nous a dit que les citernes n'étaient pas concernées. Bon, peut-être il va falloir maintenant travailler rapidement pour prendre des dispositions pour que les citernes ne circulent pas à une certaine période de la journée. Parce qu'en cas d'accident d'une citerne, c'est vraiment catastrophique. Ce qu'on a vu était dramatique. Des innocents qui n'ont rien à voir, qui perdent la vie de façon dramatique dans la circulation. C'est vraiment déplorable. D'accord. Et il faut vraiment travailler rapidement à ce que cela ne se reproduise plus. Bandjougou Dante, cette situation était-elle prévisible? Bon, en réalité, prévisible, je ne le dirais pas, mais en tout cas, c'est une situation qui inquiète. Inquiète parce que c'est une question qui pose un certain nombre d'interrogations, parmi lesquelles l'état des routes. Parmi ces interrogations, il y a le pullulement des stations d'essence. Parmi ces problèmes également, il y a l'incivisme et il y a aussi les mesures de sécurité qui doivent accompagner ces gros porteurs-là. Parce que je parle de l'état des routes quand une citerne doit circuler sur des routes assez étroites et des routes qui présentent un état chaotique. Naturellement, tout cela peut provoquer des situations regrettables. En ce qui concerne le pullulement des stations d'essence, parfois nous avons l'impression qu'au bout de chaque carré, nous avons une station. Et les stations doivent être alimentées par qui? Par des citernes. Donc moi, je pense que ça, c'est une situation qui doit être prise très au sérieux et savoir où installer les stations, où ne pas installer les stations. Sinon, je crois que si des citernes circulent, en pleine ville, ce n'est pas pour transporter des êtres humains, c'est pour transporter naturellement du carburant. Et tout le monde sait très bien que le carburant, quand même, est porteur de dangers et peut provoquer des accidents. Et je crois également que rares sont ces véhicules-là qui ont un dispositif de sécurité permettant de parer à de telles urgences avant l'arrivée des services spécialisés. Le plus souvent, même si les gens ont des insectaires, c'est des équipements qui sont là pour des façades, pour montrer quand même que nous avons des appareils qui permettent de parer aux urgences rapidement ou de faire de gérer la situation en attendant l'arrivée des services spécialisés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ces mesures d'accompagnement n'existent pas. C'est une situation regrettable qui doit être non pas revue au niveau seulement de la circulation de ces gros porteurs, mais
de l'implantation même des stations au cœur de la ville, n'importe où et n'importe comment. Badou, il y a certains qui pensent que si ce camion circulait la nuit, cette situation aurait pu être évitée ou les dégâts n'auraient pas été aussi énormes que ça l'est. Effectivement, je commencerai par cette célèbre phrase de Paul Valéry qui a eu à dire que quand l'État est fort, nous périssons. Quand l'État est fort, il nous écrase, mais quand l'État est fort, il nous écrase. Quand l'État est faible, nous périssons. Excusez-moi. Donc, c'est pour vous dire à quel point la situation dans ce pays est dramatique. Malheureusement, ce qui s'est passé le mardi à 15h n'est que la suite logique d'une série de drames qui auraient pu être évités. Vous savez, on avait dit qu'un arrêté avait été pris le 23 janvier 2015 pour réglementer la circulation des gros porteurs. Et dans cet arrêté, je pense bien qu'il est dit que de 22h à 6h du matin, les gros porteurs peuvent circuler, entre 10h et 13h ensuite. Donc, malheureusement, cela n'a jamais été respecté. Vous savez qu'à Bamako, presque 700-800 gros porteurs quittent et rentrent dans la ville, que ce soit les camions remorques, que ce soit les camions citernes. Donc, cela doit interpeller tout le monde. Ça veut dire que nous sommes dans une ville en pleine mutation, une ville où le peuplement augmente de jour en jour. Donc, quand de telles choses se produisent, il faut que toutes les mesures soient prises pour vraiment éviter ce genre de drame. Vous avez vu comment le drame s'est passé. Un véhicule citerne qui se renverse, qui explose, et avec son lot de morts, le dernier bilan fait état de plus de 18 morts. Donc, c'est très, très inquiétant. Et d'ailleurs, quand on a approché Djibril Sidibé, qui est chargé de la circulation routière au niveau de la mairie, il a dit beaucoup de choses. Il dit que malheureusement, il y a l'incivisme, il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Le président du Conseil malien des transporteurs, Youssouf Traoré, lui, trouve que vraiment il faut qu'il y ait une autre gare. Il faut construire une autre gare pour permettre surtout aux camions citernes de pouvoir stationner. Là, on fera le transbordement. On pourra peut-être prendre des petites citernes pour amener le carburant au niveau des autres stations. Donc, je rejoins Bandjouk Dante par rapport à tout ce qu'il a évoqué comme arguments qui peuvent être cause de drame. Donc moi, je pense qu'il est temps que l'État prenne ses responsabilités. Il est temps que les transporteurs aussi comprennent que nous sommes dans un monde qui évolue. On n'a pas besoin d'imposer certaines choses aux transporteurs. Ils doivent comprendre certaines choses d'eux-mêmes. Je pense que si chacun s'y met, si chacun s'investit, on pourra à l'avenir éviter ce genre de drame. L'État est-il responsable de cette situation ensemble? Bon, tout compte fait, en réalité, c'est l'État qui gouverne tout le monde dans ce pays. Donc, quand il y a un problème, le premier responsable qu'on voit, c'est l'État. Parce que même quand on dit qu'il faut prendre des solutions, ce n'est pas X ou Y dans la rue qui va prendre la solution. Mais quelque part, c'est X ou Y qui a des responsabilités au niveau de l'État qui doit prendre ses responsabilités. Donc, s'il y a un problème, c'est l'État qui est responsable et c'est à l'État de mettre en place un dispositif afin qu'on évite de tels drames. Bon, effectivement, il y a aussi ce problème-là. Il faut que l'État aussi soit intransigeant à travers les forces de police dans la circulation par rapport au comportement de certains conducteurs qui roulent au mépris de la vie des autres. Je ne sais pas vraiment toutes les circonstances dans lesquelles cet accident a eu lieu, mais si on vérifie, peut-être vous allez aller trouver quelque part qu'il y avait un excès de vitesse. Quelque part, il y avait un excès de vitesse. Tu sais que tu transportes du carburant, c'est une citerne, tu transportes du carburant. Il y a vraiment un rythme auquel il faut aller à un moment donné dans la circulation. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème de route à Bamako. Chacun fait l'effort pour éviter les ravins. Donc, des citernes, quand une citerne doit éviter des ravins, c'est clair que l'accident est vite prévu. Donc, il faut prendre des dispositions pour recolmater rapidement ces routes dégradées. Ça peut éviter les accidents. Et là, c'est l'État qui est interpellé. Il faut prendre aussi des responsabilités pour que les conducteurs dans la circulation soient des conducteurs civiques. Là aussi, c'est l'État qui est interpellé. Et même les motocyclistes, tous les usagers de la route. Il faut une éducation au niveau de tout cela dans la circulation. Parce qu'effectivement, on a un véritable problème dans la circulation à Bamako aujourd'hui. Chacun roule comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. Bon, quand chacun doit se comporter sur la route, la voie publique, comme si c'était dans son salon, ça pose problème. Ça pose problème. C'est pour cela qu'on appelle ça la voie publique. Tout le monde a droit à l'utiliser, mais ça doit être utilisé dans une certaine réglementation. Et c'est à l'État de mettre en place cette réglementation et surtout de la faire respecter.
D'accord. Malgré des mesures qui avaient été prises auparavant pour interdire à un moment donné la circulation des gros porteurs pendant la journée, cette mesure n'a pas été respectée selon beaucoup d'observateurs. Maintenant, aujourd'hui que de nouvelles dispositions sont annoncées qui concernent les camions-citernes également, est-ce qu'il y a une chance que ces mesures soient maintenant respectées, Bandjougou Danté? Bon, je pense que ceux qui sont chargés de prendre ces mesures connaissent la géographie de la ville de Bamako et connaissent les heures de pointe et savent également les dangers qu'un camion-citerne peut représenter. Donc je pense qu'une œuvre humaine ne peut jamais être parfaite, mais il y a beaucoup de précautions qui doivent être prises pour qu'un camion-citerne vraiment ne circule pas entre les motos et les voitures. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Je crois que cet accident regrettable doit être un nouveau départ. Un nouveau départ de prise de conscience, un nouveau départ qui permettra d'élaborer des mesures pour que plus jamais ça, pour que de tels cas ne se reproduisent plus. Badou, est-ce que vous êtes confiant par rapport à la prise de mesures qui pourraient empêcher ce genre de situation? Si l'État s'assume, si l'État prend ses responsabilités, on peut éviter ce genre de drame. Cela est de la responsabilité de l'État. Il faut que l'État s'assume. Parce que certains profitent à présent de la faiblesse de l'État pour s'adonner parfois à des pratiques peu orthodoxes. Sinon, si tout est réglementé, si chacun reste dans son rôle, je pense qu'on peut éviter ce genre de drame. Vous vous souvenez sans doute en 2013 quand le ministre du Commerce avait pris la décision d'évacuer certains marchés pour rendre la circulation plus fluide. La décision n'a jamais été respectée. Donc, moi, je me dis, il faut que l'État sévisse, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il y va de la vie des citoyens, il y va même de la crédibilité de l'État. Vous vous imaginez, on ne le souhaite pas, qu'un citerne de 45 000 litres explose, par exemple, sur le pont Fad. Vous imaginez le dégât que ça va causer. Donc, avant que de telles choses n'arrivent, nous pensons que l'État doit faire preuve d'anticipation. Et les transporteurs aussi, qui sont les acteurs les plus concernés, doivent aussi comprendre le danger que représente la circulation des gros porteurs aux heures de pointe. Et au-delà de cela, comme l'a dit mon confrère Hassan, il faut que les gens pensent et comprennent qu'il s'agit de la voie publique. La voie publique n'est pas une propriété privée. Il faut que chacun respecte les normes de la circulation. Il faut que les forces de police aussi prennent leurs responsabilités, pénalisent ce qui constitue un obstacle à la bonne circulation des personnes et de leurs biens. Dans ces cas, on pourra éviter ce genre de drame. Moi, je pense que ce qui s'est passé le mardi à 15h doit interpeller tout le monde, que ce soit les autorités, que ce soit la population, que ce soit les transporteurs, pour que nous puissions éviter ce genre de drame. Déjà, on a assez de problèmes avec les terroristes. S'il faut en ajouter encore, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Pour respecter les normes, il faudra les connaître. Est-ce que la plupart de ces conducteurs connaissent les normes? Justement, le problème se pose. J'avais dit quand même que les conducteurs de gros porteurs quand même connaissent les normes. Ils ont des permis, ils ont passé par des écoles pour pouvoir avoir un permis de conduire quand même. Le problème, c'est surtout l'incivisme. Le problème se situe à ce niveau. Vous savez, les goudrons sont en très mauvais état. C'est des goudrons cailloutés. Souvent, en voulant éviter un nid de poule, tu te retrouves de l'autre côté. Souvent, les gros porteurs peuvent être déséquilibrés. Je ne sais pas, chauffeur de camions citernes ou de camions remonte, mais je sais quand même qu'à force de pouvoir chercher le chemin, si tu perds le contrôle du volant, tu te renverses et en te renversant, tu peux causer vraiment des dommages collatéraux. Donc moi, je pense que chacun respecte les procédures de la circulation, que les forces de police aussi s'investissent. Parce que souvent, il y a des gens qui connaissent, ils savent qu'on doit circuler comme ça, mais ils sont tellement pressés qu'ils veulent coûte que coûte dépasser les autres. Donc quand de telles choses arrivent, il faut que la police s'assume, il faut que la police intervienne. J'ai assisté une fois à une scène, un gendarme, et il y avait un député à côté. Il y avait un bus qui était rempli. Il y avait des sacs de charbon, des animaux, des êtres humains à l'intérieur. Et le gendarme lui a dit que vous êtes venu tôt. Hein? Et le chauffeur lui a dit qu'on a tellement vite roulé. Donc au lieu que les gendarmes le sanctionnent, les gendarmes l'ont pris par la main. Ils sont rentrés dans le petit cachot là. Après ils sont sortis tous souriants. Il est rentré dans le car, il a continué. Donc vous voyez de telles parties. Imaginez si ce car-là se renverse, ce que ça va faire. À un moment donné, le ministre des Transports, Abdouli, et le directeur général de l'ANAGENER, M. Konaté, avaient vraiment mené une série de campagnes de sensibilisation, surtout à la veille de la Tabaski, pour faire comprendre aux chauffeurs
comment circuler, comment faire pour préserver la vie des personnes. Vous imaginez un car de 56 passagers qui s'est renversé. Donc, c'est une campagne de sensibilisation quand même qui a porté fruit. Nous pensons que de telles campagnes doivent être poursuivies, vraiment, doivent être pérennisées. D'accord. Alors, il y a certaines qui remettent en cause les procédures d'attribution de ces permis-là, ici au Mali. Non, il est clair que certains ont les permis de façon détournée. C'est vrai, on n'a pas la preuve pour dire que X ou Y a eu son permis de façon pas normale, mais de la manière certains chauffeurs se comportent dans la circulation, on se pose la question s'ils sont passés par des auto-écoles. Ça, c'est un. Et puis, le deuxième problème par rapport comme l'autre l'a dit, la multiplicité du nombre de stations à travers la ville de Bamako. Ça pose énormément de problèmes parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des démarches de maximisation de nos profits. En ce sens que l'opérateur économique qui vend le carburant dans une station qu'il a construite selon des normes souvent, je ne sais pas qui garantit même ces normes d'installation de ces stations-là, ça c'est un. Mais ils se mettent dans la logique de se transformer en transporteur de carburant aussi. Pour maximiser son profit, il vend le carburant, il transporte le carburant, il va l'acheter, il achète un camion. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même plus concéder des petits espaces pour que d'autres opérateurs économiques puissent s'insérer. C'est à l'État de mettre en place un dispositif. Je me souviens, il fut une époque, par exemple, il y avait des multinationales ici et ils recrutaient des agents de sécurité pour le transport de leur carburant. Mais je me demande, est-ce que nos petites entreprises nationales, là, et que les gens créent à gauche, à droite, et qui se transforment en transporteurs de carburant, est-ce qu'ils ont des agents de sécurité pour assurer toutes les normes autour du transport de ce carburant-là? Je me pose des questions et je suis convaincu que ça n'existe pas. Donc voilà des failles. Il faut que cela soit réglé. Tout le monde ne peut pas devenir transporteur de carburant. Tout le monde n'a pas le droit de construire une citerne. Une citerne doit respecter des normes. Mais on voit partout à Bamako, il y a des artisans qui sont peut-être très perfectionnés, mais qui se mettent à construire des fûts. Et c'est ces fûts-là qu'ils utilisent pour créer les stations à travers la ville. Est-ce que ces fûts respectent d'abord les normes qu'il faut? Parce que de plus en plus, on constate qu'il y a des explosions. Et s'il y a des explosions, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et s'il y a un problème quelque part, il faut que l'État intervienne rapidement pour régler cela. Personne d'autre ne peut le faire. L'État a mis en place des commis et c'est ces commis-là qui doivent travailler au nom de l'État pour régler ces problèmes-là. Dans ce cas, même si les mesures d'interdiction de circulation de ces gros porteurs étaient respectées, avec la prolifération des stations et l'état des routes aujourd'hui, est-ce que ces situations peuvent être évitées? Non, on peut déjà, avec le respect de ces nouvelles mesures, on peut réduire les risques d'accident. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque d'accident. Il va falloir travailler au niveau des autres facteurs. Par exemple, la prolifération des stations. Il faut trouver une solution et les réglementer. Et même le matériel qu'on utilise dans ces stations-là, il faut que l'État intervienne même jusqu'à ce niveau. Il faut que ce matériel respecte des normes qui peuvent éviter des accidents. Mais si cela n'est pas fait aujourd'hui avec chacun qui court à gauche, à droite pour chercher quelque chose pour mettre dans la poche, vraiment on va vers un danger général. Et selon des témoins, le bilan s'est alourdi à cause du nombre de personnes qui ont voulu venir secourir des personnes qui étaient déjà tombées sous le camion. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas lancer un appel à la population à s'écarter quand ce genre d'accident se produit? Bon, il y a des réflexes de survie. Il y a également des réflexes d'assistance naturelle pour ceux qui ont plus de courage. Je pense qu'il y a des gens qui, en assistant à de telles scènes, sont automatiquement traumatisés. Maintenant, ceux qui ont aussi le courage, qui ne sont pas des professionnels en matière de secourisme et qui décident de venir aider des gens, peut-être qu'en voulant aider l'autre, vous l'enfoncez. Mais je crois que le plus important, nous n'étions pas préparés à faire face à... Ce n'est pas tous les jours qu'on voit l'explosion d'une citerne en pleine ville. Bon, je crois que déjà le bruit que ça donne et le contexte dans lequel nous sommes ne peut rester personne indifférent. Donc je crois que demander aux gens de prendre des précautions avant d'aller porter assistance à d'autres, ça peut s'expliquer pour des cas
d'accidents ordinaires que nous connaissons. Mais on ne va pas quand même dire aux gens que quand une citerne explose, il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que les probabilités d'explosion d'une citerne en pleine ville sont vraiment très rares. Maintenant, quand le cas se produit, et naturellement ceux qui ont le courage d'aider les gens vont chercher à les aider. D'accord. Et de bonne foi. Et on va aborder le deuxième sujet de ce forum de la presse, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a annoncé une possibilité de réviser certaines dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation. Badou Escoba, que pensez-vous de cette annonce du président de la République ? Moi, je pense que cette annonce du président de la République est une nécessité parce qu'on a vu que depuis que l'accord a été signé, vraiment, c'est le système de canard boité. C'est-à-dire qu'on avance à la vitesse de l'escargot. Donc, quand vous avancez à la vitesse de l'escargot pour appliquer un accord, ça veut dire que forcément, il y a problème. Donc, le président de la République, en disant que certaines dispositions de l'accord doivent être modifiées, ça veut dire qu'il comprend tout de suite qu'il y a du plomb dans l'aile de l'accord d'Alger. Maintenant, le problème, quelle serait la réaction de la séance? Parce que le samedi dernier, Moussa Gatayer, on a fait l'université ensemble, qui disait qu'on est en train de donner une connotation politique à l'accord. Et lui, il pense qu'il faut impérativement appliquer l'accord, il faut intégralement appliquer le contenu de l'accord. Maintenant, si on se rend compte tout de suite que l'accord pose problème, moi, de mon point de vue, il faut nécessairement revisiter cet accord. Parce que l'accord ne fait pas l'unanimité aujourd'hui en République du Mali. Que ce soit la classe politique, que ce soit les forces vives de la nation, que ce soit même certains groupes armés. Donc, certains estiment qu'il faut revenir sur certains points de l'accord. Mais moi, je pense que revenir sur certains points de l'accord, c'est une nécessité. Mais dire que nous allons complètement abandonner l'accord d'Alger aussi, c'est un risque. Vous savez, la communauté internationale s'est beaucoup investie pour que la paix puisse revenir au Mali. Maintenant, ceux qui s'agitent pour demander à ce que nous renoncions à l'accord, ceux qui s'agitent parce que la communauté internationale est présente au Mali, doivent faire énormément attention. Parce que le cas s'est passé en Somalie. Quand il y a eu au plus fort moment de la guerre civile en Somalie, quand les casques bleus sont venus, il y a des groupes des armées qui ont instrumentalisé la population. Finalement, les Nations Unies ont quitté. Le chaos s'est installé encore. Il a fallu que l'AMISOM revienne sous l'égide de l'Union africaine pour que la Somalie retrouve un semblant de paix. Moi, je pense que nous devons rester dans l'accord. Nous devons respecter l'esprit de l'accord, mais modifier les parties qui sont susceptibles de constituer un obstacle pour la bonne application de l'accord. Déjà, certaines dispositions de l'accord ont été appliquées, telles que la réintégration des ex-combattants. Ça, c'est des bonnes choses, mais moi, je pense que chacun s'assume, que chacun réfléchisse pour que vraiment nous puissions aller de l'avant au lieu de reculer. Hassan, qu'est-ce que la révision de certaines dispositions de l'accord pour la paix va changer dans sa mise en œuvre? Bon, en réalité, cet accord, et ça a été dit et on va le dire encore. Et est-ce qu'il y a vraiment eu accord? Parce que sincèrement, pour moi, s'il y a eu accord entre deux parties, on n'a pas besoin de midi à 14h pour l'appliquer. Mais voilà des partis qui sont allés en Algérie, qui se sont assis autour d'une table. On dit qu'ils ont convenu de quelque chose, et voilà que 4 ans, on n'arrive pas à l'appliquer. Pour moi, il n'y a pas eu accord. Donc, comme il n'y a pas eu accord, il faut vraiment qu'on trouve la bonne méthode pour nous asseoir autour d'une table pour avoir le véritable accord. On va réviser quelque chose qui n'existe pas. C'est ça la vérité. Parce que des gens, quand ils se sont assis autour d'une table pour prendre un document, depuis 4 ans, on n'arrive pas à l'appliquer. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu accord. Soit le document a été imposé de l'extérieur. Le document a été imposé et au Mali et au mouvement armé. Donc, si c'est un document qui est imposé, on ne parle pas d'accord. Maintenant, il faut que le Mali trouve la stratégie endogène. Pour aller autour d'une table pour faire son accord de paix. Tant qu'on ne fera pas ce truc-là, on va tourner en rond. Et c'est ce qu'on vient de constater. Mais en même temps, moi, j'ai des inquiétudes quand le président décide qu'on doit réviser certains termes de l'accord. Je suis entièrement d'accord qu'on révise. Parce qu'on ne peut pas prendre un accord et venir dire qu'il faut réviser la Constitution pour mettre la Constitution au rythme de l'accord. On prend l'accord en conformité avec la Constitution du Mali qui existe déjà. Mais on ne peut pas laisser un accord et venir maintenant dire qu'il faut réviser la Constitution pour prendre l'accord en compte. Ça va être très difficile à mettre en œuvre. Maintenant, ceux qui refusent qu'on ne doit pas refuser, on ne doit pas réviser l'accord. Mais c'est aussi simple que ça. Comme il y a eu un accord, s'ils veulent, on met l'accord à un référendum. On met l'accord à un référendum. Si le peuple malien dit oui, on applique l'accord à 100%.
Et si le peuple malien dit non, on met l'accord à côté. Et je suis convaincu que le peuple dira non. Donc maintenant, par rapport à tout ça, mais en même temps, poser aujourd'hui le problème de la révision, comme le président le dit, il faut qu'on soit sûr, si on n'a pas cet accord-là, on a quelque chose d'autre pour assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Badjougou Dante, partagez-vous cette analyse de Hassan? Bon, moi, je pense qu'il y a eu un accord. Et un accord comprend un chronogramme. Et pour sa mise en œuvre, ça nécessite la bonne volonté de toutes les parties prenantes. Je crois que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des signataires de cet accord-là ont signé cet accord, sachant bel et bien qu'il y a des limites. Et je pense que de la signature de cet accord à maintenant, les choses ont un peu changé. Non pas dans le bon sens toujours, et non pas non plus dans le mauvais sens toujours. Mais moi, je crois qu'à partir du moment où, depuis la signature de l'accord, à un moment donné, il y a eu une forte pression sur l'ensemble des parties pour arriver à un accord. Maintenant, je pense que si c'est les enfants d'un même pays qui ont signé un accord et que quelqu'un n'est pas animé de mauvaise foi, si les fondamentaux peuvent être préservés, dire qu'il y a certaines dispositions de l'accord qui doivent être changées, celui qui l'a annoncé n'a pas dit que les dispositions qui lui tiennent fondamentalement à cœur vont être révisées. Maintenant, si l'autre partie aussi constate qu'il y a des choses qui doivent être révisées dans cet accord-là, compte tenu de tout ce que nous savons, et si l'autre partie aussi est de très bonne foi, moi je pense que cela ne doit pas être l'occasion de bloquer. Ça doit être l'occasion de dire, d'accord, la communauté internationale, les pays amis, nous ont aidés à arriver à un accord. Et dans la mise en œuvre de cet accord-là, les enfants du pays se rendent compte qu'il y a des difficultés à mettre cet accord-là en application. Bien que tout le monde savait très bien que dès le départ, certains aspects de la mise en œuvre de cet accord-là sont quasi impossibles. Donc, dans ces cas, je crois que discuter, échanger ne doit pas être un problème. Maintenant, je crois honnêtement, ça n'engage que moi, que le président de la République, garant de l'unité nationale, ayant accès à tout le monde, y compris aux plus radicaux signataires de l'accord, en tout cas ceux qui ont signé, il a accès à tous ces gens. Je crois que avant de parler de révision de certains aspects, une rencontre entre signataires était nécessaire. Nécessaire en ce sens que les gens doivent être invités face à leurs propres responsabilités s'ils respectent leur signature de la laïcité de l'État, de l'indivisibilité du territoire national. Et je pense que les autres aspects-là sont discutables. Et les gens peuvent échanger. Mais quand on pense qu'il est annoncé que certaines dispositions de l'accord sont échangées, avoir des idées préconçues sur les dispositions à changer, alors je crois que là, on devient de mauvaise foi. On devient de mauvaise foi. Si les signataires sont d'accord avec les fondamentaux, notamment la laïcité, l'indivisibilité du territoire, je crois que les autres aspects ne doivent pas être l'occasion pour une organisation de se retirer ou de suspendre sa participation à tel ou tel événement de la vie nationale. D'accord. Badou Escobar, est-ce que c'est un problème d'accord ou est-ce que c'est un problème de volonté, d'engagement des différentes parties, ce problème de mise en œuvre de l'accord pour la paix? Moi, je pense qu'il y a les deux. D'abord, lors de la signature de l'accord, il faut reconnaître que nous avons signé l'accord le couteau sous la gorge. Parce que l'armée gouvernementale a quitté Kidal, comme nous savons tous. Et même le fait même qu'on a eu certains avantages, parce qu'il y a des milices pro-gouvernementales vraiment qui ont rééquipé le terrain et qui ont obligé la CEMA à accepter certaines choses. Et par rapport à l'application de l'accord, nous savons tous que pour appliquer un accord qui n'est pas facile à appliquer, ça pose naturellement problème. Et le chef de file de la médiation internationale, Ahmed Boutache, s'est tellement investi pour que l'accord soit appliqué. Par finir, certains ont même dit qu'il n'est pas neutre. Vous avez vu l'autre jour l'ambassadeur du Niger, qui fait partie du comité de suivi de l'accord, a clé l'accord la porte pour dire que vraiment
on en a assez. Chaque fois, on va de réunion en réunion, mais il n'y a pas d'aboutissement. Vous avez vu l'autre jour, la 38e session du comité de civique du CSA qui devait se tenir à Kidal a avorté par rapport à un certain nombre de choses, parmi lesquelles certains ont dit que la population de Kidal est hostile à l'application de cet accord. Moi, je pense qu'il est temps qu'on arrête avec les bisbis, il est temps qu'on ouvre les yeux, voir ce qui peut être changé, ce qui ne peut pas l'être, que toutes les parties prenantes viennent autour d'une même table, discuter, échanger. Et partant, moi je dis aussi que nous ne devons pas aussi tellement compter sur l'apport de la communauté internationale. Souvent on me dit que j'aime aller le mais pendant la guerre civile angolaise, il y avait l'INAVEM en Angola. Et notre compatriote Maître Alioune Blondembe, il même était l'envoyé spécial du secrétaire général en Angola. À un moment donné, le président José Eduardo de Santos est sorti à la télévision pour dire aux Angolais que nous devons compter sur nos propres forces et mobiliser toutes les ressources nécessaires. Et nous ne devons pas compter sur la communauté internationale. Et je pense que c'est le cas. Mais vous voyez aujourd'hui, quand c'est des pays comme le Niger et la Mauritanie qui s'invitent dans le débat pour parler des problèmes du Mali, ça veut dire que vraiment, je vous m'excusez le terme, le Mali est tombé bas. Donc je pense que ce qui est fait, mais que toutes les parties prenantes s'assument, prennent leurs responsabilités pour que ce qui peut être appliqué soit appliqué, que ce qui ne peut pas être appliqué soit mis dans les placards. Mon confrère Hassan Kone l'a rappelé, pour que l'accord soit bien appliqué, il faut un référendum. Donc il faut toucher à la Constitution du 25 février 1992. Donc on ne peut pas se permettre de faire plaisir à des gens vraiment en nous amusant à modifier une constitution qui a été écrite par le sang. Moi je pense que vraiment il est temps que le président de la République, il est temps que l'État du Mali aussi s'assume, prenne ses responsabilités. Parce que ceux qui ont pris les armes ne sont pas les seuls citoyens. Et la preuve, il n'y a pas longtemps à Kati et à Kaya, on a vu ce qui s'est passé. C'est des citoyens qui se sont mobilisés. Ils n'ont pas tiré un seul coup de fusil. Ils se sont mobilisés, ils ont barricadé des routes et ils ont obtenu gain de cause. Moi, je pense que ça servira de leçon à la CEMA. Donc, ça permettra à la CEMA de comprendre que dans un État démocratique, il y a des voies légales pour s'exprimer qui n'est pas dépendant des armes. Défendre des causes. Alors aujourd'hui, s'il faut réviser certaines parties de l'accord pour la paix, que faut-il prévoir par rapport à la situation de Kidal, Hassan Kone? Il n'y a rien à prévoir par rapport à la situation de Kidal. Quand on va réviser l'accord, c'est quoi on prévoit pour Sikasso, on prévoit pour Kaya, on prévoit pour Gao, on prévoit pour Ségou, on prévoit pour toutes les autres régions du Mali. C'est la même chose, on va prévoir pour Kidal. Mais aujourd'hui, l'armée est présente dans ces régions-là. Il n'y a rien d'exceptionnel et de particulier à prévoir pour Kidal. Non, je parle par rapport à la présence de l'État dans cette région-là. Mais la présence de l'État à Kidal doit être comme la présence de l'État partout au Mali. Les fonctionnaires maliens doivent être partout sur le territoire malien, comme à Kidal. Pour moi, c'est ça mon problème. C'est-à-dire pourquoi Kidal veut cette particularité-là étant malien. Maintenant, si Kidal n'est pas malien, que Kidal le dise. Et si le Mali conçoit que Kidal n'est pas malien, que le Mali aussi le dise clairement. Maintenant, si Kidal fait partie du Mali, tout ce qu'on fait ailleurs pour les autres Maliens, on le fait pour Kidal. Tout ce qui est fait pour Kidal, on le fait ailleurs au Mali, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire il faut qu'on se dise la vérité. Quand on parle de démocratie, là, c'est la loi et de la majorité sur la minorité. Mais Kidal, par rapport aux autres régions du Mali, ils sont extrêmement minoritaires. Mais pourquoi ce particularisme-là qu'on veut faire pour Kidal, même dans la constitution malienne? Pourquoi? Ça pose problème. D'accord. Et si l'État malien ne fait pas attention, Kidal sera la cause de la déflagration de ce pays. Parce que quand on va donner des particularités à Kidal, soyons sûrs que d'autres régions vont se lever pour réclamer ces mêmes particularités. Et quand on va rentrer dans le particularité, on va scinder l'État. D'accord. Et c'est donc dans il ce faut contexte qu'on travaille pour l'unité et l'union nationale. Et c'est pour cela que je dis, cet accord qu'on a eu à Alger, il faut qu'on l'adopte. Et pour l'adopter, il faut créer les conditions au niveau national pour que ceux qui contestent l'autorité de l'État du Mali sur Kidal et les Maliens s'asseyent autour d'une même table pour que cet accord-là soit un document malien. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, c'est un document qui est imposé et au Mali et aux groupes armés. Et dans ce contexte, la CEMA annonce son retrait du dialogue politique inclusif. Que pensez-vous de cette annonce, Bandjougou? Est-ce qu'elle était disposée à y participer? Moi, je crois que cette question de dialogue-là, il y a un aspect très important qu'il faut prendre en compte.
est-ce que les résolutions du dialogue vont être des recommandations ou ces résolutions vont être obligatoirement exécutoires? C'est ça la grande question. Bon, maintenant, quelle est l'essence de la tenue d'un dialogue si les résolutions prises ne seront pas obligatoirement mises en œuvre avec un chronogramme bien déterminé? Maintenant, quand la CEMA décide de ne pas participer au dialogue national, parce que cette déclaration a été faite, bon, moi je crois que c'est une façon de fuir le débat. C'est une façon de fuir le débat. Et je crois qu'elle doit participer en apportant les arguments dont elle dispose pour défendre tel ou tel aspect de la question. Donc si c'est des nationaux, alors qu'ils acceptent de participer à ce débat pour parler de ce qu'ils ont sur le cœur et de ce qu'ils veulent réellement pour les pays. Alors, hier, c'était la question du Nord. Aujourd'hui, je rejoins Hassan, c'est un particularisme kidalois. Donc, ce n'est plus le problème du Nord, c'est Kidal. Donc, je pense que peut-être que quelqu'un a intérêt à pérenniser cette situation qui n'a pas sa raison. À mon avis. Et je reste avec vous par rapport à la lutte contre la corruption, qui est le troisième thème de ce forum de la presse. Il y a eu des arrestations, notamment celle de Bakary Togola. Je rappelle un tout petit peu la présomption d'innocence toujours. Que pensez-vous de ces différentes arrestations et qu'est-ce qu'elles vont changer? Bon, je pense que le fait de procéder déjà à des arrestations, et on voit même une nouvelle dimension de médiatisation de la chose, montre qu'on est à un tournant décisif. Mais à mon avis, ce qui est très important, c'est que cette lutte ne soit pas une lutte sélective. Non seulement elle ne doit pas être sélective, elle ne doit pas non plus être une lutte précipitée. Précipitée en ce sens que vous avez parlé de présomption d'innocence. Quand des choses sont reprochées à des gens qui ont géré des ressources et qu'on leur demande d'apporter des justifications, je crois que déjà certains sont en train de condamner et de traiter déjà des voleurs ceux qui sont arrêtés. Je crois qu'il faut qu'il y ait la mesure. Une chose est de procéder à des arrestations, une autre chose est de faire en sorte que ce qui a été détourné ou ce qui a été mal utilisé soit justifié et même payé aux besoins. Donc ça ne sert à rien d'aller remplir des prisons, des cadres, s'il y a la possibilité de faire retourner ce qui a été détourné. On annonce un témoignage anonyme. Certains acteurs de la lutte contre la corruption, Badou Escobar, regrettent que les documents du bureau du vérificateur général ne soient pas, pris comme exemple pour la lutte contre la corruption au Mali. Oui, le vérificateur général a toujours déposé des rapports. Est-ce que ces rapports ont été transmis à la justice? Moi, je me pose cette question. Mais au-delà de cela, il ne faut pas que cette lutte contre la corruption soit un jeu de chaises musicales. Ne donnons pas une connotation populiste à cette lutte contre la corruption. Moi, je pense que quand vous luttez contre la corruption et quand vous procédez à des arrestations, comme l'a dit mon confrère, il y a la présomption d'innocence. C'est-à-dire, il ne faut pas faire les choses à la USAID pour faire croire déjà à l'opinion que tel ou tel est un voleur, salir sa réputation. Moi, je pense qu'on doit réunir tous les éléments de preuve pour prouver que telle personne a puisé dans les deniers publics, ou cette personne a consommé les deniers publics. Moi, je pense que l'arrestation de Bakary Togola, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais moi, je dirais que nous ne sommes pas satisfaits parce que les gros voleurs sont connus, les carnations sont connus, ils sont là et c'est la coule douce. Donc moi, quand je pense à l'arrestation de Bakary Togola, je pense aux animaux malades de la peste. Nous avons tous étudié ça peut-être au premier cycle. Donc moi, je pense que le procureur Mamadou Kouassogué, le ministre de la Justice, Malick Coulibaly, ne doivent pas s'arrêter là. Ils doivent continuer à creuser, à fouiller. Le procureur a même lancé un appel à témoins. Tout ça, c'est vraiment. Moi, je pense qu'ils ont des services spécialisés qui peuvent mener discrètement des enquêtes
pour pouvoir traquer les malfrats. Vous savez que nous sommes dans un pays où les gros vautours sont très très forts en justification. Ils savent tellement justifier leur vol qu'on ne trouvera pas quelque chose sur leurs traces. Vous savez, l'autre jour, le président du conseil régional de Kaya a été accusé d'avoir détourné plus de 20 milliards de francs CFA. Le maire de Baguinda, on parle de 400 millions. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi on ne prend pas des garde-fous pour empêcher à ce que de tels drames se produisent? Moi, j'appelle ça un drame. Ça, c'est plus qu'un crime contre l'humanité. Vous savez, nous sommes dans un pays pauvre. Le Mali est le 4e pays le plus pauvre au monde. Et nous sommes en guerre. Donc, nous avons besoin de ressources pour soutenir nos soldats qui, chaque jour, meurent au front. Donc ça amène une politique de 2 poids, 2 mesures, ça amène un certain mécontentement. Quelqu'un qui est en train de verser son sang, s'il apprend qu'un seul individu s'est approprié 4 milliards, ça va lui faire mal. Moi, je pense qu'on laisse ce côté populiste et que vraiment la justice fasse correctement son travail et situer les responsabilités et punir vraiment les éventuels coupables. Alors, Hassan, il y a certains qui saluent ces arrestations dans le cadre de la lutte contre la corruption, mais d'autres dénoncent une lutte sélective. Oui, je suis d'accord avec ceux qui dénoncent la lutte sélective. Et en même temps, je suis aussi d'accord avec ceux qui ont salué ces arrestations parce qu'il faut quand même commencer quelque part. Mais il faut commencer quelque part, mais on a quand même un sentiment. Un gars comme Bakary Togola, j'ai l'impression qu'on a arrêté quelqu'un avec la main de qui certains ont mangé. Ils ont mangé avec sa main. Bon, malheureusement, quand tu laisses ta main, on utilise ta main pour manger n'importe quel plat, ta main risque de se retrouver dans des plats très chauds. Et c'est ce qui lui est arrivé un peu. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je ne dis pas que tout ce qu'on lui reproche est faux, mais en même temps, étant donné que c'est des faits qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Et c'est ça le gros regret dans ce pays-là. Voilà un pays qui a suffisamment de structures de contrôle. Suffisamment de structures de contrôle. Mais comment se fait-il que des individus à certains postes, pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans, malgré la multiplicité des structures de contrôle, arrivent à faire de tels dégâts dans le trésor public? Donc je me dis, il y a des complicités quelque part. Et s'il y a des complicités quelque part, moi je doute énormément que cette lutte contre la corruption qu'on vient de déclencher soit une véritable lutte contre la corruption. En tout cas, j'attends voir d'abord certains résultats parce qu'on n'a rien vu d'abord. On a vu que vraiment des trucs un peu de médiatiques, mais on n'a rien vu de concret. On n'a rien vu de concret. Le cas Bakary Togola, le cas de Kaï ne suffit pas. C'est vrai, le procureur demande, il fait des appels à témoins. Bon, moi je me dis, faire des appels à témoins dans un pays où il y a le bureau du vérificateur général qui dépose chaque année des rapports. Il y a la CASCA qui dépose chaque année des rapports. Quel témoin vous voulez? Quel est ce témoin, cet autre témoin-là qu'on veut? Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la rue qui va venir témoigner. Les experts maliens, les structures chargées de faire le contrôle ont des rapports qu'ils vous ont déjà donnés. Travaillez sur la base de ces rapports-là si vous voulez arrêter les gros poissons. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne sais pas quel témoin ils veulent. Ou bien c'est moi, je vais aller dire, procureur, bon, X, hein? Le vérificateur a ses rapports qu'il a déposés à vos niveaux. Prenez ces rapports-là, c'est un début de commencement, c'est des débuts de preuve. Ils n'ont qu'à travailler sur la base de ces rapports-là. Et si vraiment la lutte contre la corruption est une réalité, ces rapports-là doivent les aider à enclencher un véritable processus. Bandjougou Dante, que faut-il faire? Changer les hommes qui dirigent ces structures de contrôle ou bien changer même la stratégie qui est adoptée au Mali pour lutter contre la corruption? Bon, je pense que c'est des structures complémentaires, comme même les cas récents là. C'est réduit à des dénonciations. Moi, je pense que si c'est des dénonciations qui ont permis de savoir cette situation, je crois qu'il faut travailler, comme Alassane l'a dit, avec les conclusions des structures habilitées à les faire. Sinon, nous risquons de nous trouver dans une situation vraiment compliquée où, au sein d'un même service, au sein d'une même structure, les gens vont chercher quand même à se créer inutilement des problèmes. Badou, en un mot, est-ce que le rapport du vérificateur général aujourd'hui est utile au Mali? Moi, je ne vois pas l'utilité du rapport du vérificateur général. Et au-delà,
il y a un grand commis de l'État qui a clairement dit que le chien court derrière le hérisson. Le chien ne peut pas avaler le hérisson. Sachant bien que nous savons tous que ce monsieur en question est accusé de détournement de fonds dans un pays comme ça. Comment vous voulez que ça marche? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'État. Normalement, quand vous tenez de tels propos dans un pays sérieux, crédible, qui jouit de toutes ses facultés mentales, vous êtes mis à la disposition de la justice et on enquête sur vous pour savoir pourquoi vous avez tenu de tels propos. À partir du moment où on vous a accusé de détournement de fonds publics. Voilà. Espérons que la lutte contre la corruption sera une réalité pour tous au Mali. Merci à nos trois invités. Hassan Koné, directeur du site notrenation.com, Badou Escobar, directeur du journal Le Carrefour, et Bandjougou Dante, directeur de la radio Sania de Ségou. À la régie audio et vidéo, Nouhoum Djiré et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. À vendredi prochain pour un autre forum de la presse avec Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.